Ben, la neutralité de l'État devrait être une évidence pour tout le monde, parce que je pense que vu l'histoire de l'Europe, on est quand même passé par des siècles de guerre de religion, et donc on a vu tout le mal que ça pouvait faire d'avoir un État qui n'était pas neutre. En fait, on a connu tout au long des siècles des États qui étaient clairement des États théocratiques, dans lesquels il y avait une religion d'État, dans lesquels les minorités étaient persécutées parce qu'elles n'adhéraient pas à cette religion officielle. Et donc c'est de là qu'a débouché l'idée, à mon sens tout à fait essentielle et pertinente, que l'État devait être neutre pour garantir justement la liberté de conscience des citoyens. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, État, je ne me prononce pas en matière de religion, ce sont des questions trop sensibles, je ne sais pas ce qu'il en est, si Dieu existe ou pas, et donc je me retire de cette question-là, je suis moi, État neutre, et donc je garantis du coup, par là même, à l'ensemble des citoyens le droit de croire ou de ne pas croire et de croire en telle ou telle religion. Alors, c'est un principe qui a été cristallisé, je dirais, de manière très claire, notamment en France, par le principe de laïcité. Et donc, en France, depuis 1905, il y a une loi qui est une loi de séparation du politique et du religieux, qui traduit cette exigence de neutralité de l'État. Mais en Belgique, on n'a jamais eu de loi aussi clair, c'est-à-dire qu'on s'est toujours reposé sur l'idée qu'il y avait comme une évidence que l'État devait être neutre. C'est au nom de cette évidence qu'on a retiré les crucifix des tribunaux, des écoles, des administrations publiques, en se disant il faut que les citoyens se sentent accueillis quand ils vont à la maison communale, quand ils vont assister ou être, je dirais, partie prenante à un procès. Il faut qu'ils puissent se sentir accueillis, quelles que soient leurs convictions. Et il ne faut pas qu'ils puissent avoir l'impression que la justice est rendue au nom de Dieu ou que leur dossier va être traité en fonction d'un prescrit religieux, quel qu'il soit. Et donc, on était arrivé à une sorte de statu quo qui était satisfaisant, je dirais, dans certaines limites. On peut toujours améliorer le système et il reste évidemment encore des choses aujourd'hui, me semble-t-il, qui questionnent cette question de la neutralité. Et puis, est arrivée dans le débat public de manière massive la question des signes convictionnels. Et donc ça fait en fait 30 ans maintenant, ça fait depuis les années 1990 qu'on se dépatouille autour de cette question de savoir si les agents de l'État peuvent ou non porter des signes convictionnels. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps, ça devient urgent, de trancher cette question de manière générale. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que selon les majorités en place, selon les niveaux de pouvoir, on autorise ou on n'autorise pas, ou on autorisait et puis on n'autorise plus, ou on n'autorisait pas et puis on revient à une autorisation. Et en fait, ça génère une insécurité juridique. Et c'est de cette insécurité juridique qu'il faut maintenant, me semble-t-il, sortir parce que ça empoisonne le débat public. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que tous les partis politiques démocratiques sont partisans de la neutralité. Il n'y a aucun parti qui dit « moi, je suis contre la neutralité, je trouve que l'État ne doit pas être neutre ». Le vrai problème, en fait, c'est de savoir comment cette neutralité, concrètement, doit se traduire. Et là, on a vraiment une divergence fondamentale d'approche entre certains partis qui disent « il faut promouvoir une neutralité inclusive » et le mouvement réformateur notamment, qui dit « nous voulons une neutralité, une impartialité de l'État qui soit… » Alors, j'aime pas le mot exclusif, évidemment, parce que les termes sont piégeants. Qui a envie d'être exclusif? Exclusif, c'est exclure, et personne ne veut exclure. Et donc, déjà, la manière de poser les termes, je pense, est problématique. Mais si on accepte la terminologie inclusif, exclusif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les uns, une administration publique peut être neutre, tout en permettant à ses représentants d'afficher leurs convictions. Pour nous, une neutralité implique nécessairement une neutralité d'apparence. On ne peut pas distinguer la neutralité de service et la neutralité d'apparence comme certains le font en prétendant que le service pourrait être neutre, alors même qu'au guichet, on se retrouve face à des gens qui affichent ostensiblement leurs préférences religieuses, politiques ou philosophiques. Moi, je pense qu'au contraire, en fait, la neutralité n'est pas du tout un refus de la diversité, mais c'est plutôt une condition de possibilité de la diversité. Je pense vraiment que plus une société est diversifiée, plus il importe que l'État, lui, soit neutre et que donc ses représentants le soient aussi. En fait, on n'a pas besoin d'une neutralité de l'État si tout le monde pense la même chose.
Dans les États qui existaient il y a 3 ou 4 siècles, quand à peu près tout le monde était catholique, ou tout le monde était protestant, ou tout le monde était musulman, en fait, un État neutre n'était pas très intéressant. En fait, ça ne choquait personne que l'État ait les mêmes convictions que tous ses concitoyens. La question, elle commence à se poser justement quand il commence à y avoir des individus qui disent « mais moi, je ne me sens pas représenté par cet État. Cet État qui affiche une conviction religieuse majoritaire, ça n'est pas ma conviction à moi. Et donc, je ne me sens pas traité à égalité. » Et aujourd'hui, en fait, on est dans une société extrêmement diversifiée. Et la seule manière, me semble-t-il, pour un État de respecter cette diversité et donc d'être, au fond, neutre et au-dessus de la mêlée, c'est de dire « nous sommes neutres et tous ceux qui nous représentent, qui représentent l'État, le sont également ». Sinon, inévitablement, on aura l'impression, lorsqu'on va au guichet d'une administration, que l'employé qui affiche sa conviction, eh bien, il est plus proche de nous, il partage la même chose que nous, on a la même vision du monde, la même conviction religieuse ou politique, etc. Et ça ne peut qu'induire une méfiance légitime de la part de certains usagers qui se diront « moi, je ne suis pas sûr d'être accueilli en toute impartialité par le ou la fonctionnaire qui va m'accueillir parce qu'il affiche clairement qu'il est d'un autre bord que moi ». Cette question de l'apparence, moi je la trouve extrêmement intéressante parce que je trouve qu'on nage en pleine absurdité au fond. On entend de plus en plus dire que l'apparence c'est très important. Quand on va lire dans des manuels de communication, on dit attention, 90% de notre communication passe par autre chose que par ce que nous disons. Et donc notre posture, notre apparence compte énormément dans la communication. Et d'un autre côté, on veut nous faire croire qu'en fait, ça ne compte pas. Et il y a quelque chose là qui est complètement contradictoire. Soit ça compte pas. Et évidemment, je crois que toutes les recherches justement en communication prouvent que ça compte. Et d'ailleurs, si ça ne comptait pas, pourquoi aurions-nous une apparence? Pourquoi aurions-nous à cœur d'avoir telle ou telle apparence? Je veux dire, si quelqu'un affiche clairement sa conviction, c'est parce qu'il estime que cette conviction est importante, sinon il n'aurait pas besoin de la montrer. Et donc, il y a de toute évidence un soupçon légitime qui peut se porter sur quelqu'un qui tient beaucoup à montrer une conviction. Si je tiens beaucoup à afficher que je suis athée ou membre du mouvement réformateur ou ceci ou cela, comment voulez-vous que la personne qui est en face de moi se dise « cette conviction n'a pas d'importance pour la personne qui m'accueille » je suis occupée à lui dire le contraire, sinon je n'aurais pas choisi ce vêtement-là, ce t-shirt-là, cette casquette, cet accessoire quelconque que je porte. Cet argument de la minorité, en fait, c'est un argument qui est aujourd'hui mobilisé par en fait, des personnes qui ne font plus vraiment partie de la minorité. Lorsqu'on voit dans des conseils communaux, dans des administrations publiques, à Anderlecht ou à Molenbeek, des femmes voilées obtenir le droit de porter leur voile, elles ne sont pas minoritaires. En fait, elles ne sont pas représentantes, en tout cas, d'une population qui est minoritaire. Ceux qui sont vraiment minoritaires dans ces communes, ce sont plutôt des personnes qui sont athées, qui sont juives, qui sont sikhs. Et cela, on n'en parle jamais. Et ma question, c'est est-ce que ces gens-là se sentiront encore confortables, encore accueillis en toute impartialité dans une administration publique qui, de facto, affiche massivement la présence d'un islam visible? Je pense que c'est important de rappeler qu'en démocratie, aucune liberté n'est absolue. En fait, il y a toute une série de libertés fondamentales. Ces libertés fondamentales doivent évidemment être préservées et elles sont prioritaires, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont absolues. Il y a toujours un équilibre à trouver entre les différents droits et libertés qui nous sont reconnus. Et la liberté d'expression n'est pas absolue non plus, la liberté de culte non plus, en particulier quand il s'agit non plus d'un simple citoyen, mais de quelqu'un qui représente l'État. Je crois que c'est vraiment très important de rappeler, surtout par rapport à ceux qui sempiternellement opposent l'Iran et la Belgique ou la France en disant en Iran on impose le voile aux femmes et en Belgique ou en France on le leur interdit.
C'est un argument qui est d'une malhonnêteté incroyable parce qu'il n'est évidemment absolument pas question d'interdire à qui que ce soit de porter le voile ou un autre signe convictionnel. Dans la rue, dans les espaces publics, les cafés, les restaurants, les trains, les bus, dans la sphère privée, dans l'immense partie des lieux de travail, les gens peuvent porter leur signe convictionnel, il n'y a aucun problème. Et donc l'exception, c'est la fonction publique. C'est la seule exception. Et cette exception, elle est légitime, et d'ailleurs plusieurs jugements récents l'ont encore confirmé, notamment la Cour européenne de justice, qui a donné raison à la commune de Anse il y a quelques semaines à peine, en disant que la commune avait le droit d'imposer une stricte neutralité d'apparence à tous ses représentants, à tous ses agents, à condition que ce soit une interdiction généralisée. C'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est de ne pas dire « tu peux porter tel signe, mais pas tel autre ». Mais à partir du moment où on dit « aucun signe pour personne », c'est parfaitement légitime et c'est proportionné, puisqu'en fait, on n'oblige personne à aller travailler dans la fonction publique. Il y a plein d'autres endroits où on peut s'épanouir professionnellement si on n'est pas disposé à respecter cette demande légitime de dire « voilà, vous représentez l'État et donc vous laissez vos signes convictionnels au vestiaire ».